le cycle 3 en prenant CM1, CM2 et 6e sont les étapes les plus importantes de la scolarité parce que c'est là que les inégalités les plus importantes se creusent. Vraiment, il y a une multitude de rapports qui sont très documentés, qui se sont faits ces dernières années de qualité et qui montrent et qui font ce constat que c'est en primaire que les inégalités se creusent et c'est là que, en termes d'acquisition des fondamentaux, en termes d'acquisition de la méthodologie, d'acquisition des bonnes pratiques de travail, que l'écart se creuse entre ceux qui se mettent sur la bonne voie, sur la voie du succès dans le reste de leur scolarité, et ceux qui vont commencer à rencontrer des difficultés et qui auront du mal à les combler. Ne soyons pas totalement fatalistes. Je ne dis pas que ceux qui rencontrent des difficultés en primaire sont condamnés à l'échec scolaire dans ne pas réussir le reste de leur scolarité. Mais en revanche, il y a une corrélation et ceux qui rencontrent des difficultés doivent faire en primaire doivent faire un effort significatif pour rattraper ce retard accumulé. Donc vraiment, ces années-là, il faut investir là. C'est là que vous devez être le plus proche de vos enfants, de votre enfant et les accompagner au plus près. Le premier constat, c'est qu'on a des programmes très chargés et ces programmes chargés causent un peu le désarroi des parents, que ce soit en CM1, CM2, 6e. Là, de façon visuelle, on vous a mis vraiment, ça c'est des vrais extraits du programme officiel, il n'y a pas tout, pour les différentes classes. Donc là, il y a vraiment une multitude de notions qui doivent être acquises et ça, c'est source de stress pour les parents, également pour les enfants et on manque de repères. Souvent, les parents sont déboussolés, ils se disent, mais attendez, je ne sais pas par quel bout prendre, comment hiérarchiser tout ça, comment prioriser tout ça. Pour les élèves qui sont en 6e comme en CM1 ou en CM2, en fait, pour ceux qui ont déjà des enfants qui sont passés par là, vous vous rendez compte qu'en fait, on voit très souvent le même programme. C'est les mêmes notions qui sont abordées à des niveaux d'accompagnement qui sont différents, des niveaux de profondeur qui sont différents. Donc nous, pas de panique, on peut vous résumer ce programme-là qui paraît titanesque en 3 fondamentaux incontournables. Donc vraiment, oubliez toutes les notions superflues, oubliez tout, hiérarchiser, prioriser. La priorité pour CM1, CM2, 6e, c'est lire, écrire, compter. Lire, écrire, compter. Ces 3 verbes, c'est ce qui résume le programme du cycle 3. C'est les priorités qui doivent accaparer toute votre attention et ce sur quoi vous devez viser l'excellence pour votre enfant. Donc, lire, écrire, compter, qu'est-ce que ça signifie? Donc, lire, écrire, compter, là, tout le programme de CM1, CM2, 6e, on l'a résumé en une dizaine de points. En 3 mots, dizaine de points. 3 piliers, 10 points. Donc, lire, c'est déjà lire avec fluidité, lire en toute autonomie sans buter sur les mots et être capable de comprendre ce qu'on lit, saisir les informations essentielles, les extraire, pouvoir identifier les personnages principaux dans un texte, pouvoir décrire les événements, identifier les péripéties dans une histoire. Donc, tous ces éléments clés, c'est ça, c'est comprendre un texte, savoir le lire avec la fluidité. Si à la fin de 6e, vous arrivez à ça, très bien, vous avez atteint l'objectif sur lire. Sur le écrire, schématiquement, je vais me résumer davantage, c'est écrire en faisant le moins de fautes d'orthographe possible, que ce soit au niveau de l'orthographe et du lexique, au niveau des conjugaisons et des accords, et également maîtriser les notions les règles de grammaire élémentaires, c'est-à-dire connaître les classes, sujets, comment identifier un sujet, comment identifier un verbe, les compléments circonstanciels, les compléments d'objets. Donc toutes ces notions de grammaire qui sont connues et qu'on voit dès le CM1 jusqu'à la 6e, on les voit en boucle. Donc ces notions-là, ce sont les incontournables. Donc vraiment très important. Et enfin, en mathématiques, compter, donc il y a 3 dimensions, les nombres et les calculs, grandeur et mesure, espace et géométrie. Moi, je dirais encore, si je veux aller au noyau du programme, je résumerai ça en insistant sur les 4 opérations fondamentales, les maîtriser de façon parfaite, addition, soustraction, division et multiplication. Donc ça, ce sont les 3 opérations fondamentales qui sont absolument incontournables et qu'il faut maîtriser. Et la problématisation, c'est-à-dire être capable de lire un problème, de comprendre l'énoncé et d'extraire des informations pour réutiliser ces fameuses 4 opérations élémentaires. Donc, vraiment, moi, si on a un conseil à donner et parmi l'équipe pédagogique avec laquelle on travaille, c'est vraiment ça, en primaire et en 6e, ce sur quoi il faut se concentrer,
c'est sur les fondamentaux, que l'élève sache lire, écrire et compter correctement. Et je peux vous assurer que si vous consolidez ces fondamentaux-là, vous n'êtes pas loin de l'excellence. S'ils sont excellents sur ces trois piliers-là, vous n'êtes pas loin de l'excellence académique, attendue en sixième. Alors, donc du coup, sur la dimension purement pédagogique, sur la concentration sur la notion absolument fondamentale, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, avant de passer à la partie autonomie. De nouveau, on insiste, l'idée c'est vraiment qu'on puisse répondre à vos questions et que cet échange, cette conférence puisse être la plus interactive possible. Donc n'hésitez pas, posez vos questions sur le chat si vous en avez, ou débloquez votre micro, allez-y, on est là pour ça. C'est 2 minutes pour vous laisser le temps de répondre, d'écrire. Donc le focus sur les fondamentaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accompagnement, vous, en tant que parent? C'est-à-dire que le travail extrascolaire, le travail en dehors de l'école que vous allez faire, doit se concentrer sur des exercices réguliers et simples que vont être, par exemple, les dictées, faire systématiquement des dictées. Nous, par exemple, si je prends le cas de School Up, la façon dont on structure l'accompagnement des primaires. Nous, chez School Up, l'accompagnement en primaire, c'est des séances qui durent 1h40 et qui sont faites uniquement en petits groupes. Vraiment, on insiste sur ça parce que c'est là que ça crée une émulation, une motivation et ça nous permet de travailler sur l'entraide, sur le questionnement et le travail collaboratif. Donc, c'est des séances qui sont faites avec des groupes entre D et 5 élèves, qu'on constitue de façon homogène. Et sur cette séance-là qui dure 1h40, on insiste à la fois sur le français et les mathématiques. On ne dissocie jamais les deux. Ça, c'est vraiment le parti pris qui est important. On ne dissocie jamais français et mathématiques. Parce que ce sont les deux matières fondamentales et que c'est sur ces deux matières-là que les acquis doivent être essentiels. Les acquis doivent être essentiels. Donc, français et mathématiques. Et donc, on répartit l'heure ainsi. Tous nos cours, nous, sont scénarisés. C'est-à-dire qu'ils sont séquencés. Il y aura une partie en français qui va être consacrée à la dictée. C'est vraiment une routine, une dictée tout le temps sur un point de grammaire, sur un point de conjugaison. Donc, une dictée qui va durer à peu près une vingtaine de minutes avec la correction. Cette dictée va servir d'appui à la mise en avant d'un point de grammaire. Ça peut être travailler le sujet, identification du verbe. Donc, répéter à chaque fois ces gammes-là sur les points de grammaire. Une partie qui va être consacrée à la conjugaison. Conjugaison, concrètement, les temps qu'il faut connaître, c'est présent, passé composé, imparfait, futur et passé simple. Et même, je peux vous assurer que le passé simple, ce programme du CM2, l'immense majorité des collégiens arrivant en troisième ne savent toujours pas le conjuguer. Donc c'est comme ça nous qu'on scénarise. Donc un temps pour la dictée, un temps pour un point de grammaire et un temps pour des exercices de conjugaison. Et ensuite sur la partie mathématique, pareil, on travaille les fondamentaux. L'impératif et l'incontournable lorsque vous êtes en primaire, c'est déjà la maîtrise des tables de multiplication. Donc nous, aujourd'hui, la dernière statistique qu'on a à titre indicatif, c'est qu'en classe de quatrième, en France, il y a encore 35% des élèves qui ne maîtrisent pas leur table de multiplication. Il y a 35% des élèves en classe de quatrième qui ne maîtrisent pas leur table de multiplication. Pareil, je peux vous donner les chiffres en français en classe de quatrième. Il y a 30% des élèves qui font des erreurs en français, en conjugaison, au présent de l'indicatif, et il y a près de la moitié qui commet des erreurs sur le passé composé, en classe de quatrième. Donc, quand je vous dis que la consolidation des fondamentaux vous permet d'avoir déjà de bonnes bases, de bonnes certitudes dès la classe de primaire, c'est un impératif. C'est vraiment les fondamentaux, j'insiste là-dessus. Le point sur les mathématiques, donc c'est travailler les tables de multiplication, travailler les opérations, division, multiplication, division, soustraction, addition, et des problèmes. Multiplier les problèmes pour travailler peu à peu l'abstraction qu'on va attendre d'eux au collège
et l'identification d'informations multiples pour qu'on puisse pour que l'élève soit habitué à extraire l'information qui l'intéresse et à travailler dessus et à faire les calculs qui vont en utilisant les fameuses 4 opérations élémentaires. Donc, on passe maintenant à la deuxième étape de nouveau, hein, j'insiste, posez vos questions, on veut que l'événement soit le plus vivant possible. Sur l'accompagnement vers l'autonomie de votre enfant. Là aussi, c'est un sujet de préoccupation majeur qu'on a identifié et sur lesquels on est sollicité en permanence par les membres de la communauté School Up et les parents en dehors. Comment faire pour aider mon enfant à faire ses devoirs? J'ai pas le temps de l'aider à faire ses devoirs. Je ne sais pas comment vérifier qu'il a fait ses devoirs. Il ne veut pas faire ses devoirs. Je ne sais pas s'il doit faire ses devoirs ou pas. Donc, je vais vous donner un premier élément d'information qui est que depuis 2020, depuis 2020, légalement, le professeur ne doit pas donner de devoirs en France. Le professeur ne doit pas donner de devoirs légalement depuis 2020. On est sur une doctrine au niveau de l'éducation nationale qui consiste à dire aujourd'hui, l'intégralité du travail académique doit être fait au sein de l'établissement scolaire et rien en dehors car les journées sont assez longues. Ce qui est vrai, ça part d'une bonne intention, c'est juste, c'est-à-dire que les élèves restent 8 heures à l'école 5 jours sur 7. Il est à peu près normal de considérer qu'au-delà de ces 8 heures-là, l'enfant n'a pas travaillé chez soi et que le travail est largement réalisé au sein de l'établissement scolaire. Mais je pense que vous le savez, vous l'avez constaté, il n'y a quasiment aucun parent, aucun professeur qui ne donne pas de devoirs. Tout le monde continue à donner des devoirs et les professeurs eux-mêmes ne sont pas au courant de cette loi qui consiste à ne pas donner de devoirs. Donc, et c'est normal, on donne des devoirs, on donne des poésies à apprendre, on donne des contrôles à réviser, on donne des leçons au travail. Donc, cette question des devoirs et de la façon dont on les gère et de la façon surtout de les faire seuls par l'élève, comment on fait pour que l'élève gagne l'autonomie? Il y a un secret, donc vous le voyez, c'est installer une routine. Vraiment, l'installation de la routine, c'est un élément absolument essentiel. Il faut le faire vraiment dès le plus jeune âge et ça permet de sécuriser. La routine pour l'enfant, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Pourquoi? Parce que la routine, elle sécurise l'enfant, elle lui donne un cadre précis qui le rassure. La routine, elle élimine du stress, ce qui est source de stress à la fois pour l'enfant et le parent, c'est ce qui n'est pas fait et ce qui doit être fait. D'accord? Et donc, la routine, elle élimine ce stress-là. Elle réduit le niveau de stress à la fois chez le parent et chez l'enfant. Et elle permet de définir un cadre qui rassure tout le monde. Donc, ce cadre-là, il faut l'adopter le plus rapidement possible. Donc, de nouveau, il y a 3 règles d'or pour les devoirs. Les devoirs doivent être, limités dans le temps. Limité dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas multiplier les espaces de travail. Il rentre à 17 h, on va le faire travailler de 17 h à 17 h 30, puis il se repose, puis il repart de 18 h 30 à 19 h, et ainsi de suite. Non, non, ça doit être limité dans le temps et ça doit être le plus bref possible. Ça doit être le plus bref possible. La loi de 2020, elle a été passée pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on fait subir aux enfants, c'est excessif. C'est excessif. On attend des enfants qui passent 8 heures à l'école, qui ensuite rentrent et doivent travailler pendant 1 heure ou 2 heures chez eux, c'est pas possible. Donc, limité dans le temps. À 8 ans, pareil, un chiffre intéressant, à 8 ans, le niveau de concentration d'un élève est d'environ 40 minutes. Au-delà de 40 minutes, il y a un niveau de concentration qui est très aléatoire, qui est vraiment limité. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de limiter tous les jours le temps réservé aux devoirs. Combien de temps? Là, c'est à vous de voir en fonction du profil de l'élève, des difficultés qu'il peut avoir. Mais je pense que nous, entre 30 et 40 minutes maximum, c'est largement suffisant. 30 et 40 minutes. Donc vraiment, il faut limiter dans le temps. C'est ce temps consacré aux devoirs et aux révisions. Tout doit être fait dans ce laps de temps-là. Deuxième règle d'or, très importante, ça doit être régulier. Quand on dit régulier, ça doit être quasi systématique. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, sauf peut-être l'exception du mercredi, donc ça dépend pareil des académies, est-ce que c'est le mercredi ou le samedi. Bref, tous les jours d'école, à la même heure, on va consacrer 30 minutes au devoir. Tous les jours, à la même heure, 30 minutes au devoir. Et nous, d'après les retours parents qu'on a, c'est que, évidemment, au début, la routine est difficile à installer, à la fois pour le parent,
qui n'a pas ce réflexe-là et qui ne s'installe pas pour lui-même, et pour l'élève. Mais au bout de 3 semaines, de pratique, nous, c'est la moyenne qu'on a, au bout de 3 semaines de pratique, l'élève le fait seul. Au bout de 3 semaines de pratique, votre enfant, en toute autonomie, se met à travailler seul. Donc ça, c'est extrêmement important, la régularité. La régularité, de nouveau, parce que cette régularité, c'est une certitude de travail et ça rassure l'enfant. Vraiment, j'insiste sur ce point. La régularité, c'est-à-dire le fait que ce soit un événement certain pour lui, incontournable, ça le rassure. Ça sécurise, ça cadre tout le monde. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est que lorsque l'enfant rentre à la maison, s'il finit, qu'ils sont en CM1, CM2, 6e, allez, ça finit à peu près entre 16h30 et 17h, il arrive à la maison à 17h30, il prend 30 minutes pour faire son goûter, se détendre un peu, discuter. Et donc de 18h à 18h30, consacrer ce temps de façon systématique, de façon limitée, mais de façon systématique aux devoirs et au travail. Mais le limiter, c'est-à-dire que vraiment on ne va pas au-delà. Et à partir de 19h, l'enfant ne doit plus toucher un cahier. Et on ne doit plus lui dire est-ce que tu as appris ta poésie, est-ce que tu as fait ton devoir, est-ce que tu as fait des exercices de maths ou pas, ou est-ce que tu as révisé des leçons. Donc limiter dans le temps, régulier. Et enfin, dans quelles conditions, et là c'est également très important, on dit en bulle. Qu'est-ce que ça veut dire en bulle? C'est-à-dire que vous devez créer un espace. Cet espace-là, ça peut être la chambre de l'enfant, ça peut être un coin dans le salon, mais c'est un espace où que l'enfant va associer inconsciemment au travail. Et inconsciemment au travail exclusif. Donc cet espace-là, il doit être favorable au travail. Certes, c'est limité dans le temps, mais le temps qui doit être consacré doit bénéficier d'une attention pleine de la part de l'enfant. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez prendre un espace dans sa chambre où il y aura son bureau, uniquement son bureau, les éléments qu'il a besoin pour travailler, une feuille, un stylo, son cahier d'exercice, son manuel s'il en a besoin, et c'est tout. Pas de téléphone, pas de télévision à proximité, pas d'ordinateur, pas de tablette, aucune distraction. Et si c'est possible, même si évidemment c'est pas toujours possible, gardez pendant 30 minutes les frères et sœurs éloignés pour qu'il n'y ait aucune distraction. Et faire le travail avec lui les premiers jours, et vous verrez qu'au bout de 3 semaines en moyenne, il le fera seul. Mais il faut qu'il n'y ait aucune distraction. L'enfant doit être dans sa bulle, littéralement dans une bulle de concentration, une bulle de travail que rien ne viendra importuner. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, limité, régulier et en bulle. Si vous appliquez ces 3 règles-là, au bout de quelques semaines, l'enfant va travailler seul et faire ses devoirs seul et se responsabiliser. Et sans que ce soit source de stress pour lui. Parce que c'est une habitude, c'est une routine. Donc, vraiment installer une routine, ça, c'est vraiment le secret pour diminuer, votre source de préoccupation vis-à-vis de ce sujet-là, votre charge mentale, comme on dit, et pour rassurer l'enfant. Très important dans cette dimension-là. Donc la question qui vient souvent, c'est est-ce que mon enfant, s'il a des facilités, par exemple, il fait pas ses devoirs ou il les fait de façon désordonnée, mais il s'en sort toujours, il arrive à comprendre, il arrive à avoir de bonnes notes, parce que malgré tout, il faut installer cette routine-là. Parce que cette routine-là, c'est une habitude, c'est une richesse énorme, incroyable, qui va lui servir le reste de sa scolarité. Elle va lui servir pourquoi? Parce que cette discipline et cette routine va lui permettre, une fois arrivé au collège ou au lycée, lorsque le niveau s'élèvera un peu et qu'il pourra rencontrer des difficultés, c'est cette routine-là qui lui permettra de surmonter la difficulté qu'il rencontre. Et ça, vraiment, nous, on a plein de cas de figure chez nous, où avec des élèves, alors c'est surtout le passage collège-lycée qui fait un peu mal, ou 5e, 4e, qui est très important, où on a des élèves qui ont des facilités, et qui n'ont pas besoin de travailler nécessairement énormément à la maison, qui du coup n'ont pas pris ces habitudes-là, mais ont des facilités de compréhension, des facilités d'assimilation qui leur ont permis de toujours s'en sortir en termes de notes. Mais lorsque le niveau s'élève et que le programme devient un peu plus compliqué pour l'élève, eh bien pour faire face à cela, l'élève il n'a pas les outils parce qu'il n'a jamais pris cette routine-là qui lui permet de travailler régulièrement. Il n'a pas appris à travailler régulièrement. Il n'a pas appris à apprendre. Et en fait, ces élèves-là, en fait, il faut les, entre guillemets, faut les rééduquer sur le plan du travail et leur réinculquer cette méthode, cette routine. Plus vous mettez de temps à l'installer, plus c'est dur de l'installer. Et nous, on a des cas de lycéens qui sont dans ce cas-là, où ils ont toujours eu des difficultés. Ils arrivent en classe de seconde
le niveau s'élève un peu et ils ont du mal à remonter la pente. Ils ont du mal à remonter la pente, tout ça parce qu'ils ne savent pas travailler. Et ne se sont jamais posés pour limiter dans le temps, dans un endroit fixe pour travailler, apprendre sa leçon pour réviser son contrôle. Ils ne savent pas faire. Et donc, du coup, nous, on consacre, on fait même des séances de coaching pendant plusieurs semaines pour les réhabituer à ça. Donc, faites ça le plus tôt possible. Et si c'est fait dans le cycle 3, CM1, CM2, 6e, c'est vraiment top. Est-ce que vous, alors, de nouveau, hein, j'insiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour ça. Il faut vraiment que les interventions soient interactives. Ok, très bien. Alors, vas-y, Marion. Ouais, alors on vous enverra si vous nous avez donné votre adresse mail ou si vous avez validé. Normalement, si vous avez mis attending présent à la réunion, on aura votre adresse mail. On vous enverra nous la boîte à outils School Up. En fait, c'est des outils qui vous aident à cadrer le travail de votre enfant. Donc, comment organiser sa journée, comment se répartir entre temps consacré au travail et temps consacré aux autres activités d'épanouissement, comment faire un bilan à la fin de chaque mois pour dire ce qui a été bien, ce qui s'est bien passé, les axes d'amélioration et comment organiser ma journée. Donc, c'est des petites fiches pratiques toutes simples que vous pouvez imprimer et que vous pouvez remplir au fur et à mesure avec l'enfant. Ça aussi, ça marche très bien. On a de super retours là-dessus. Lorsque c'est fait régulièrement, en fait, l'enfant se prend au jeu et ça le responsabilise sur ce qu'il a à faire et ça le tranquillise. Donc, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, cette routine, c'est pas une sanction. Au contraire, en fait, ça sécurise c'est ce que nous disent tous nos pédopsychiatres avec qui on travaille, c'est que ça sécurise l'enfant et ça lui apporte un confort qui est fou et qui réduit le niveau de stress. Donc, c'est très important. Alors, on a beaucoup parlé d'école, on a beaucoup parlé de travail, de devoirs, de performance, de notes, etc. Donc, un autre conseil que nous, on vous donne, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe avec, alors le chiffre qu'on a l'habitude de donner, c'est toujours celui-ci, c'est que dans 10 ans, 30% des métiers qui existeront n'existent pas encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on forme plus, l'école n'a pas vocation, alors c'est pas sa vocation première d'avoir la vocation à former des gens qui comprennent le monde, mais surtout en fin de cycle, elle n'a pas forcément vocation à préparer les élèves au monde du travail, à former les élèves à un travail en particulier. Ça c'est fini. Ça c'est fini depuis quelques années et le système scolaire s'est pas encore adapté. En fait, ce à quoi doit être préparé votre enfant, c'est vraiment à comprendre le monde qui l'entoure, vraiment, et à pouvoir s'adapter. Et pour qu'il puisse le faire, il faut vraiment qu'il multiplie les activités extrascolaires dans la mesure du possible. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est pas du temps perdu, c'est pas du temps le temps non consacré. On a parfois des discussions houleuses avec certains parents qui sont qui voient l'accompagnement de leur enfant à travers le prisme de la performance. Et nous, on se bat pour leur dire non, 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 même si vous êtes à travers ce prisme de la performance-là, les activités extrascolaires servent l'épanouissement de votre enfant et servent sa performance scolaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire pratiquer du sport, des activités artistiques, des activités culturelles à votre enfant et que ça fasse partie également de sa routine. Parce que nous, vraiment, dans les parcours qu'on a, et c'est très intéressant du coup avec notre board, on a quelques parcours types avec les différentes expériences qu'on a accumulées pendant des années et on note vraiment une surperformance, c'est-à-dire une meilleure capacité d'adaptation au système scolaire, une meilleure performance également dans le supérieur, capacité à s'adapter dans les différentes filières, sur les élèves qui ont eu des activités extrascolaires, qui ont poursuivi le sport, qui ont des activités culturelles et qui ne se sont pas 100% concentrés sur les activités scolaires. Et au contraire, on note vraiment un taux parfois un taux une sous-performance ou un taux de rupture, un risque de rupture qui a accru sur les élèves qui ont surinvesti le domaine scolaire. C'est-à-dire que les parents ont multiplié les activités purement académiques avec des séances de devoirs intensives, du travail supplémentaire et ainsi de suite. Donc là, vraiment, nous, on conseille vraiment d'équilibrer l'épanouissement de l'enfant. Il est dans l'équilibre entre la consolidation de ces fondamentaux-là qui est absolument essentielle. Et nous, c'est notre optique, notre philosophie chez School Up. Vraiment consolider les fondamentaux,
mais permettre l'épanouissement de l'élève aussi dans notre façon dans notre pédagogie, notre façon de s'adresser à eux, notre façon de les faire échanger entre eux. C'est également ça la priorité. Et aussi inciter les parents dans l'accompagnement qu'on fait à diversifier les activités pour éveiller l'enfant, éveiller sa curiosité. Il n'y a pas plus efficace, plus redoutable qu'un enfant épanoui. Et vraiment, nous, on le dit avec le recul. Alors, on arrive à la session de questions. Allez-y, bah, n'hésitez pas de nouveau, hein, si vous avez des questions, si vous êtes là, c'est que vous avez forcément une interrogation, quelque chose qui vous tracasse. N'hésitez pas à nous le dire, soit en prenant la parole, soit en nous envoyant un message par chat. Alors, merci, c'est hyper rassurant ce que vous dites. Oui, il y a aucune raison de stresser. Vraiment, 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 je vous assure que prendre des petites habitudes, cette routine, se concentrer sur les fondamentaux, ne soyez pas noyé par les attendus multiples. Je suis mon travail avec un board de professeurs et le lire, écrire, compter, il est redoutable. C'est-à-dire que vraiment, le programme de CM1, CM2, 6e, c'est ça. Le noyau, c'est cela et il ne faut pas s'en éloigner. Et pareil, si votre enfant n'est pas autonome en 6e, en CM1, en CM2, c'est normal. Il y a pas de, il faut pas s'en inquiéter. Essayez d'installer cette routine. Et 3 semaines après, vous revenez nous voir et vous nous dites si ça a marché ou pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Peu importe le sujet. Alors, merci parce qu'il y a toujours eu des problèmes avec les mathématiques. Là, pareil, ouais. Donc, si c'est un souci, alors on peut pas, de nouveau, sur les français, maths, quelle que soit la matière, il est très rare d'avoir des enfants qui aiment toutes ces matières de façon équivalente. Donc vraiment, il est très rare d'avoir des enfants qui aiment les matières de façon équivalente. On peut avoir des enfants qui sont doués sur toutes les matières, mais qui les aiment de façon équivalente, c'est rare. Donc là, l'enjeu, alors, nous, on a un parti pris particulier avec notre board, qui est jusqu'en 6e, on est un peu dans le domaine on est dans le descendant. C'est-à-dire qu'on insiste sur les fondamentaux et on apprend ces fondamentaux-là coûte que coûte, on les sécurise, même s'il n'y a pas il n'y a pas d'appétence pour la matière, ben on essaye de le faire, on trouve des détours pédagogiques, on a plein sur le ludique, on passe par le ludique, la gamification, on passe par le travail en groupe qui marche aussi fortement, par les petites victoires avec des notes positives, par la bienveillance, tout ça, ça marche très bien pour redonner confiance dans la matière. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on est descendant. En revanche, arrivé à partir de la 4e, on change d'optique. 4e, on est dans le descendant, mais le descendant ne suffit pas. Il faut donner du sens. Donner du sens, expliquer quel est l'intérêt des mathématiques, expliquer pourquoi, enfin, la mathématique ou une autre matière, et vraiment expliquer pourquoi la matière doit avoir du sens pour lui. Ça, c'est très important. Cette notion de sens, d'utilité à la fois dans le domaine académique, pourquoi ça va m'aider à devenir médecin, dans le domaine du quotidien, pourquoi être bon en maths va m'aider à mieux comprendre le monde qui m'entoure, dans le domaine pratico-pratique, pourquoi être bon en maths va mieux m'aider à faire mes courses ou à faire mes achats ou des activités quotidiennes. Là, ça intervient un peu plus tard. Mais si vous testez ça avec vos élèves en CM1, CM2, 6e, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas encore la maturité pour cette question de sens, cette notion de sens. Donc ça, vraiment, il faut le réserver aux élèves collège, lycée. Là, on va mettre du sens. En primaire, début collège, c'est la routine qui doit l'emporter. Et il faut travailler les pédagogies, le ludique, etc. Alors, comment faire face à un enfant qui refuse toujours de faire ses devoirs? Alors, s'il refuse, alors, je pense qu'il faut au début forcer sur la bulle. C'est-à-dire vraiment systématiser.
systématiser au début, c'est un peu compliqué. Donc, ça risque d'être un peu conflictuel. Bah, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Oui, mais c'est obligé. Deux, si l'enfant est vraiment réticent, faites un système de le bâton et la carotte. C'est-à-dire lui proposer des récompenses au départ lorsqu'il fait ses devoirs, le temps d'installer la routine sur les 3 semaines. Donc, vraiment mettre un système de récompenses et de sanctions, entre guillemets, s'il ne fait pas ses devoirs et s'il refuse cette routine. Ça fonctionne également très bien. On a eu le cas de parents qui qui lui ont dit, au bout d'une semaine, si tu, alors je sais plus c'était quoi les récompenses, hein, ça dépend des parents. Si au bout d'une semaine, tu as travaillé 30 minutes tous les jours à la même heure avec moi, ben, tu as la sortie au parc, on va voir un match de foot, peu importe. Si dans la semaine suivante, tu réussis à le faire, bon, tu as, un deuxième cadeau. La troisième semaine, tu as un troisième cadeau. Et la quatrième semaine, normalement, il le fait tout seul. Donc, essayez, ce système de bulles, d'isolation, etc. Au début, ça va être un peu conflictuel. Deux, le système de récompense et de sanction s'il ne le fait pas. Donc, pour voir un peu, vous êtes en fonction de vos habitudes, en fonction des activités qu'il a. Et trois, attendre le faire pendant 3 semaines et au bout de la quatrième semaine, voir si ça porte ses fruits et si l'enfant s'y met tout seul. Donc, le bâton et la carotte, ça marche toujours. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, merci. Comment faire pour aider mon fils à écrire plus rapidement? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les enfants écrivent de moins en moins. Donc, parfois, ils prennent leur temps. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Nous, parmi les attendus du programme officiel, dans le programme officiel, alors on va répondre à ça. Dans le programme officiel, l'un des attendus, c'est savoir écrire au clavier aussi. Donc là, vraiment, ça aussi, il faut insister là-dessus, c'est que c'est très important, c'est vraiment un attendu officiel. Parenthèse fermée. Pour l'écriture, il faut faire des exercices d'écriture. Donc, il n'y a pas de secret. Parfois, en termes de graphie, en termes de dextérité, il y a des enfants qui ont un peu plus de mal et qui écrivent un peu plus lentement, ça a toujours existé. Des gens qui écrivent vite et bien, des gens qui écrivent vite et mal, des gens qui prennent un peu plus de temps. Donc, en fait, il faut multiplier les exercices d'écriture avec lui. Prenez 5 minutes par jour, ça peut suffire. 5 minutes par jour, il doit recopier, vous le chronométrez, sous forme un peu ludique, voilà. Je vais te donner une phrase ou un petit texte à recopier, je te donne 3 minutes pour le premier jour, vous voyez que ça évolue. Le premier jour, il va le faire en 3 minutes 30, le deuxième 3 minutes 15 et ainsi de suite. Et je pense que ça, il faut faire ça sur une semaine, pendant 5 minutes, lui faire recopier un petit bout de texte pendant 5 minutes après les cours. Donc je ne sais pas si c'est clair, vraiment le prendre. C'est pas dramatique s'il écrit lentement, surtout s'il est en CM1, CM2, 6e, vous inquiétez pas. En revanche, pour s'exercer, prenez 5 minutes et lui faire recopier le texte, même si c'est le même texte. Pas grave, 3 phrases et chronométrer combien de temps il met tous les soirs. Vous verrez, lui, il va se prendre au jeu, il va essayer de gagner du temps à chaque fois et d'aller de plus en plus vite. Donc essayez ça. Limitez le temps à 30 minutes et si les devoirs ne sont pas bouclés. Alors ça dépend vraiment des professeurs. Là, vraiment, ça change de façon radicale d'un établissement à un autre, d'un professeur à un autre. Généralement, les consignes qu'ils reçoivent, c'est de limiter le nombre de devoirs donnés et qu'ils y consacrent du temps en classe. Donc, il y a un temps généralement qui est consacré. Et là, pareil, ça dépend des établissements. Ça dépend des établissements. C'est-à-dire que normalement, il y a un temps dans l'après-midi qui est consacré aux devoirs. Il y a un dispositif qui existe maintenant qui s'appelle les devoirs faits où il y a des étudiants ou des professeurs eux-mêmes qui organisent des temps de devoirs juste après l'école et qui font les devoirs avec les élèves qui les accompagnent pour qu'une fois arrivés, à la maison, ils aient pu le faire. Donc, si ça prend plus de 30 minutes, c'est qu'il y a trop de devoirs. Alors ça, c'est mon point de vue, c'est qu'il y a trop de devoirs, ça prend plus de 30 minutes. Donc, si au bout de 30 minutes, c'est vraiment pas fini, essayez de faire 45, mais quand vous approchez l'heure, c'est contre-productif. Ça va être très difficile pour l'élève de se concentrer, c'est pas possible. Donc essayez de faire 45 minutes. Si en 45 minutes c'est pas bouclé, voyez avec le professeur s'il y a moyen de s'organiser différemment. Mais c'est vrai vraiment en termes de niveau d'attention, le faire travailler 1 heure, c'est pas productif. C'est trop. Je peux vous assurer qu'ils ont des journées longues. Ils ont des journées longues, 8 heures, 16 heures, c'est quasiment une journée de travail.
Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? À quel moment ou conditions le soutien scolaire devient indispensable, s'il vous plaît? Alors, le soutien scolaire est indispensable pour tout le monde. Alors non, c'est pas vrai. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Le soutien scolaire est indispensable quand? Là, de nouveau, c'est quand vous voyez. Alors moi, quand je dis en primaire, il y a plusieurs objectifs. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on a tous les profils d'élèves et c'est très difficile de répondre à la question. Si vous avez là où c'est vraiment indispensable, incontournable, c'est quand vous voyez qu'il y a des difficultés sur les fondamentaux, qui sont en CM1, en CM2, 6e, et que les fondamentaux, il y a des difficultés d'acquisition là-dessus et que les heures en classe, le travail en classe n'est pas suffisant pour qu'ils sachent conjuguer correctement au présent, à l'imparfait, au futur, au passé composé, qu'il y a encore des difficultés sur les 4 opérations. Moi, je pense qu'un petit accompagnement, même temporaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ces fondamentaux-là qu'on a cités, s'ils ne sont pas acquis, c'est des fondations qui ne sont pas solides et c'est vraiment quelque chose qu'on a énormément de mal à rattraper au collège, dans la suite de la scolarité au collège. Donc, autant faire l'accompagnement le plus tôt possible. Plus vous tardez à faire l'accompagnement, plus l'accompagnement va être long et difficile. Plus vous le faites tôt, plus l'accompagnement va être court et efficace. Et vraiment, ce sera bénéfique même en termes de méthodologie et en termes d'acquisition des fondamentaux. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu sur le cas de l'élève qui a un peu de difficulté. Vas-y, Anouar. Excusez-moi, bonsoir, donc Anouar, conseiller pédagogique chez School Up. On a aussi un autre élément, bon, on a plein d'exemples d'élèves qui étaient arrivés avec beaucoup de difficultés CE2, CM1, et là aujourd'hui ils sont en 6e, on rend compte en fait que déjà ils n'ont plus besoin de beaucoup de soutien scolaire parce que vraiment les fondamentaux, voilà, ils sont acquis, on a travaillé sur solidification de ces fondamentaux-là et ils peuvent se préparer au cycle 4. Il faut savoir que Rachid l'a rappelé tout à l'heure, mais vaut mieux investir un maximum sur ces 3 années du cycle 3 pour vous assurer, comme dit Rachid, vraiment sur des années ensuite qui vont être beaucoup plus aisées. Et surtout, le cycle 4, donc 5e, 4e, c'est là où en fait on va demander à l'enfant de devenir acteur de son exercice. Donc pendant longtemps, par exemple en CM1, CM2, 6e, on va lui demander d'apprendre des choses, on va lui demander de maîtriser des bases, mais à partir de la 5e, fin 5e, début 4e, on considère que ces bases, c'est bon, c'est acquis, et maintenant il va devenir acteur d'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va lui donner par exemple 2-3 photos plus un texte et on va lui dire, après avoir étudié ces textes-là, rédiger par exemple, dites ce que vous en pensez, ou bien répondre à telle question sur la base de 2-3 documents. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des compétences en termes d'analyse, de savoir bien lire et de savoir décrypter un document, un texte, etc. Et ensuite, de pouvoir analyser le texte et de pouvoir répondre de manière organisée à cette question. Ça, je parle par exemple de la matière histoire, géographie ou français. Pour les mathématiques, on va commencer l'inconnu, les x, distributivité, etc. Donc, on considère que tout ce qui est multiplication, division et tout autre calcul est acquis. Donc, c'est pour ça que pour faire ce passage entre 3 ans où on va vraiment renforcer les acquis d'élèves et un cycle 5-4 où on va demander à l'élève de devenir lui-même acteur, il faut vraiment s'assurer que ces bases-là soient vraiment solides et le laisser ensuite. C'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple, se concentrent sur l'année de CM2, 6e, ensuite pour s'assurer, ensuite en 4e, ils reprennent souvent un accompagnement pour en fait l'accompagner dans cette étape-là très difficile qui est finalement cette analyse pour arriver ensuite en 3e où là vraiment on considère qu'on prépare on a les acquis et on prépare la seconde. Et enfin, bien évidemment, le lycée avec vraiment tous les exercices et toutes ce qui est requis pour le baccalauréat. Oui, absolument. C'est absolument ça. Il faut vraiment garder en tête cette dimension qui est de dire, en fait, c'est vraiment ce qui est le château de cartes, hein. C'est-à-dire que la scolarité, lorsqu'on vous passez à l'année supérieure, le programme officiellement considère que ce qui a été fait avant a été acquis. Et les difficultés qu'on rencontre, nous, quand on a des parents qui viennent nous voir pour des élèves de quatrième, souvent, troisième, c'est que malheureusement, le château de cartes, le premier étage qu'on a fait tout à l'heure, il n'est pas acquis. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ce premier étage-là n'est pas acquis. Sauf que on demande à l'élève de faire des choses qui nécessitent ce premier étage-là. Mais il en est incapable parce que ses fondations ne sont pas solides et il consacre autant de temps à revoir les fondations, à se tromper sur ces fondations-là, qu'à essayer de réfléchir par lui-même sur ce qu'on lui demande en mathématiques avec la capacité d'abstraction, le calcul littéral, ou en français avec la capacité de l'injonction à organiser des idées par lui-même et comme il dit à être acteur de son exercice.
Donc là, l'élève, il doit pédaler 10 fois plus fort pour rattraper son retard. Tout ça parce qu'en fait, sur les fondations du primaire, bah, ça n'a pas été acquis. Donc on a beaucoup, nous, ce cas de figure-là en quatrième, troisième. Et Ouais. ça prend un peu de temps, pour rattraper le retard. Et c'est dommage. J'ai eu par exemple on a eu des élèves par exemple qui sont en quatrième et qui, bon, en quatrième normalement c'est bon, on doit avoir acquis tous les temps, même le passé simple, on peut le manier et on commence à faire les travaux de réécriture. Et là, vous avez des enfants, par exemple, qui arrivent et qui vont avoir des petits trous comme ça. Par exemple, ils vont pas confondre le passé simple, pardon, le passé composé et l'imparfait. C'est-à-dire, par exemple, j'ai mangé, on va avoir à manger GEAIS. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des confusions comme celle-ci. On va avoir, par exemple, des enfants qui vont confondre, ça parce que c'est qu'un COD ou un COI, donc ils ne peuvent pas analyser une phrase. Alors, je ne parle même pas des propositions, des subordonnées qui ne sont pas du tout acquises. Si un enfant n'est pas capable de faire une différenciation entre subordonnées relatives ou bien une telle proposition, etc., ben en fait, on n'est pas capable d'avancer. Donc, en fait, on est obligé, c'est indispensable de pouvoir recommencer sur ce qui devait être acquis, c'est-à-dire en sixième, en cinquième, pour pouvoir faire l'exercice de quatrième. Et clairement, si par exemple je demande, parce qu'un des exercices fondamentaux du brevet, c'est le travail de réécriture, si un enfant par exemple ne connaît pas l'imparfait, le passé simple et le passé composé, et ne connaît pas les valeurs de ces temps, quand je vais lui dire transforme-moi ce texte au présent à l'imparfait, il ne peut pas. Il n'est pas capable parce qu'il ne sait pas déjà le conjuguer et en plus de ça, il n'est pas capable de savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment renforcer ça et on le dit, travailler au maximum ça et aussi, peut-être Rachid, ça, tu l'as pas dit, mais moi je dis parfois sacrifier du temps pour vous concentrer sur une chose. Par exemple, si vous vous dites aujourd'hui table de multiplication, c'est pas acquis, on arrête tout, on se concentre sur la table de multiplication, on s'assure qu'en une semaine, l'étape de multiplication, c'est fait. Ça veut dire qu'on va mettre au travail toute la famille, peut-être, pourquoi pas, le papa, la maman, etc. Mettre des petites post-it un petit peu partout pour faire en sorte que pendant une semaine ou 2 semaines, on a bouclé l'étape de multiplication. Et vraiment, il vaut mieux travailler comme ça. De même pour certains verbes, de même on se dit, voilà, l'étape, par exemple, du passé simple, c'est une grosse étape, parce qu'en fait, il y a des verbes qui sont compliqués, etc. Se dire, on va se mettre un programme, on va dire, voilà, ce mois-ci, ça va être passé simple, on ne touche pas aux autres temps, on verra ça après. C'est vous qui devez maîtriser vous-même le temps d'apprentissage et les étapes d'apprentissage de votre enfant, même si, par exemple, à l'école, la prof, elle dit, oui, voilà, il y a du passé simple, il faut le faire. Attendez, mon fils, je vais le faire passer simple parce que c'est obligatoire, mais je vais me concentrer déjà sur la chose la plus importante, c'est, par exemple, l'imparfait que je dois faire en sorte que mon fils ait acquis au maximum. Donc, vraiment, il y a énormément de ces petites techniques-là à faire. Et moi, je dis aussi, et ça, c'est une technique que je donne à certains parents, c'est que aussi, ce qui est intéressant, ça, c'est un peu plus tard, hein, c'est vers quand on commence la cinquième, bon, même si c'est pas trop de sujet, mais euh, se dire que lundi, maths, mardi, français, mercredi, histoire. Se mettre des temps comme ça, mais avec un cachet par matière. Et se dire, on va faire ça et on va se donner quelques temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet à l'enfant en fait, de pouvoir apprendre à vraiment à se dire, voilà, ce moment-là, je vais me concentrer et je vais pas me perdre un petit peu. Donc ça, on conseille ça vraiment aux élèves qui, à partir de la quatrième, de fixer comme ça des temps de travail par matière pour vraiment s'assurer que déjà s'assurer une régularité et une certaine discipline. Mais vraiment, ça vient après. Donc ça fera l'objet, c'est peut-être une transition, ça fera l'objet d'une autre réunion que sur les cycles suivants. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux éclairages qu'on a pu apporter, à nos parties pris, à nos conseils? N'hésitez pas. Dernière fenêtre de tir. Bon, on va conclure. Du coup, ah bah ouais, ok, bah ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Alors, là l'équipe a préparé un petit code spécial qui vous permet d'avoir un cours d'essai gratuit. C'est ça, Marion, hein? Oui, Ouais, exactement, exactement. ok. Donc c'est On- un cours d'essai gratuit. Donc vous avez la possibilité de tester une séance de soutien scolaire gratuite. Notez le code School Cycle 3 parce que du coup en fait d'habitude ça on le fait jamais. Donc notez bon, pour tous les participants, notez le code et vous allez pouvoir tester l'expérience d'apprentissage School Up.
De nouveau, nous, l'idée chez School c'est de proposer une nouvelle expérience d'apprentissage qui enfin réconcilie technologie et pédagogie. On a un volet, une jambe pédagogique très, très, très forte. Du coup, avec, comme je vous l'ai dit, on a un board de 15 experts qui collaborent avec nous. Et sur le plan de la techno, nous, on forme tous les professeurs à la pédagogie active, à l'utilisation de la visio, comment rendre le cours dynamique, ludique, comment le séquencer. Donc vraiment là-dessus, c'est top. Et surtout, vous avez un niveau de transparence qui est très, très, très utile. À chaque instant, en un clic, vous pouvez savoir où en est votre enfant grâce au bilan qu'on propose. Donc vraiment, c'est une nouvelle expérience. C'est pas le soutien scolaire tel qu'il est habituellement. C'est un nouveau soutien scolaire qui marche très bien et dont on est fier. Donc n'hésitez pas à profiter, à nous contacter. Vous avez nos contacts, je pense que vous avez nos mails. N'hésitez pas. On fait également des bilans pédagogiques gratuits. En fait, c'est le bilan pédagogique qui nous permet de connaître l'élève. On essaie d'abord de connaître l'élève avant de lui proposer quoi que ce soit. Donc, évidemment, c'est gratuit. C'est savoir quel est le niveau, quel est le profil de motivation, quel est le type de personnalité pour lui proposer vraiment l'accompagnement qui lui correspond. Puisque l'idée, notre leitmotiv, c'est vraiment d'être le soutien scolaire qui connaît votre enfant avant de lui proposer quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça vous a été utile et que si vous aviez des questions, vous avez tous posé. Et vous n'hésitez pas à nous contacter, à nous contacter quand vous le souhaitez, on est à votre disposition. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir fait cet échange. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Oui, Ouda, vous avez une question?